Nicolas Sarkozy, président de la République entre 2007 et 2012, vient d'être condamné à 5 ans de prison ferme. Et cette fois-ci, l'ancien dirigeant français devra purger sa peine en prison. Quelles sont exactement les accusations et la condamnation portée contre lui? Les magistrats ont-ils été impartials? Un complot a-t-il été monté contre Sarkozy? Et Nicolas Sarkozy peut-il encore échapper à la prison? Plus de 15 ans d'enquête, des valises de billets en provenance de Libye, des transactions clandestines, une des affaires politiques les plus retentissantes de la 5ème République, et je vous explique tout. Hello, alors moi c'est Thomas, je suis juriste et on décrypte l'actualité d'un point de vue juridique. L'enquête qui a amené Nicolas Sarkozy à la prison a duré plus de 13 ans, sur des faits commençant en 2004. Il y a énormément de personnes impliquées, beaucoup d'affaires parallèles se sont ouvertes durant les enquêtes, donc accrochez-vous. Pour que vous compreniez mieux, je vais vous présenter les principaux persos impliqués. Alors Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, lui est poursuivi pour financement illégal de sa campagne présidentielle de 2007. Il aurait reçu 50 millions de dollars par le dirigeant de la Libye de l'époque, à savoir Kadhafi, et tout cela transporté dans des petites valises. Ensuite, on a Ziad Takieddine, c'est l'intermédiaire libanais, celui qui dit avoir remis les valises de 50 millions d'euros à Sarkozy, mais c'est rétracté par la suite. Ensuite, proche de Nicolas Sarkozy, Mimi Marchand, pas Mimi Mati, attention, faiseur de roi et reine de la presse people, Paris Match Closer a organisé un voyage au Liban pour filmer Takieddine se rétracter des accusations envers Sarkozy, et elle l'aurait payé pour qu'il lave de tout soupçon Nicolas Sarkozy. Maintenant que vous connaissez les principaux protagonistes, je vais vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Donc le 16 mai 2007, Nicolas Sarkozy remporte l'élection présidentielle et donc élu président de la République. Des rumeurs font état de contacts entre son entourage et le régime de Kadhafi, alors dirigeant de la Libye. Or, dans les mois suivant son élection à la présidence de la France, Sarkozy reçoit officiellement Kadhafi à l'Élysée en décembre 2007. Comme on pouvait s'y attendre, cette décision a été tellement critiquée par l'opinion publique, Kadhafi étant un dictateur, rappelons-le. Et durant cette période, la France, elle signe des contrats économiques militaro-industriels avec la Libye, et des contrats de grande envergure, des ventes d'armes ou encore des projets d'infrastructure. On constate un rapprochement intime des deux dirigeants. Et la première grosse révélation arrive le 12 mars 2012. À ce moment-là, les présidentielles approchent, et Sarkozy, alors président, est de nouveau candidat à l'élection présidentielle. Il brigue alors un second mandat. La première révélation éclate, Mediapart publie une note qui relate une conversation qui aurait eu lieu en 2006 entre Sarkozy et un médecin proche de Ziad Takieddine, donc l'intermédiaire dont on parlait précédemment, qui serait étroitement lié au régime de Kadhafi. Et le médecin explique avoir accompagné Takieddine en Libye pour soigner la famille de Kadhafi. Il affirme avoir découvert qu'un accord aurait été scellé dès octobre 2005 entre le régime libyen et Sarkozy portant sur le financement de sa campagne de 2007. Un financement à hauteur de 50 millions d'euros. Et certains ministres, dont Brice Hortefeux, auraient participé à cet accord. Mais une simple note ne constituant pas une base suffisante juridique, aucune enquête n'est alors ouverte en dépit de la gravité de ces accusations. Vous allez me dire, ok, mais en quoi c'est un problème qu'ils reçoivent de l'argent afin de financer sa campagne électorale? Premièrement, c'est pour protéger l'indépendance de la France. Si Sarkozy avait reçu de l'argent de Kadhafi, on peut supputer qu'il aurait avantagé d'une manière ou d'une autre la Libye et donc Kadhafi à la suite de son élection présidentielle. Il ne serait alors plus neutre et indépendant comme le requiert sa fonction. Deuxièmement, quand un candidat à la présidentielle reçoit de l'argent, il est obligé de le déclarer. Une commission vérifie le montant, la provenance des transferts effectués sur les comptes de campagne, et ce pour tous les candidats. Enfin, troisièmement, si on dissimule de l'argent, c'est aussi un délit. Ça peut être un moyen de blanchir de l'argent, de détourner de l'argent. Et surtout, les fonds accordés lors d'une campagne présidentielle sont limités en France, contrairement aux États-Unis. À cette note de Mediapart, Nicolas Sarkozy répond « Ce sont des boules puantes ». La droite dénonce une manipulation politique parce qu'on le rappelle, Mediapart, c'est un média revendiqué d'extrême gauche. Or, il balance une véritable bombe sur Sarkozy à un timing vraiment stratégique, à savoir juste avant le premier tour des présidentielles. Donc effectivement, ça fait réfléchir sur le timing de la publication. Ont-ils publié cette note à ce timing précis afin de saper l'élection de Nicolas Sarkozy? Ou était-ce simplement des journalistes qui ont fait un travail d'enquête sérieux? Et quelques semaines après la révélation de Mediapart, le premier tour de la présidentielle a lieu le 22 avril 2012.
Et François Hollande et Nicolas Sarkozy se qualifient pour le second tour. Mais rebondissement, dans l'entre-deux tours, Mediapart publie une seconde note datée du 10 septembre 2006. Là, on comprend la volonté non dissimulée derrière le journal, détruire la réputation de Nicolas Sarkozy et l'affaiblir auprès de son électorat, en publiant des notes à un timing très précis électoralement, le mettant gravement en cause. Alors accrochez-vous, selon cette seconde note, Kadhafi aurait débloqué 50 millions d'euros pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Une somme transférée en secret par des transactions clandestines. L'accord aurait été conclu par le chef des services secrets libyens, le président du fonds d'investissement appartenant à la Libye, Béchir Sall, et Brice Hortefeux, le ministre mentionné dans la première note, et Ziad Takedine, le fameux intermédiaire. Et les quatre principaux concernés, comment ils ont réagi? Eh bien, ils ont tous nié, évidemment. Mais un seul fait exception, Ziad Takedine, l'intermédiaire. Il reconnaît les signatures sur ce document, dit qu'il n'avait pas assisté à la réunion, mais qu'elle a bien pu avoir lieu. Celui-là même qui, quelques mois plus tôt, avait pourtant catégoriquement démenti toute implication. Et Nicolas Sarkozy, que fait-il face à ces accusations? Il dépose plainte contre Mediapart. Il porte plainte pour faux et usage de faux. Le terme faux désigne une modification d'un document dans le but de tromper. Et l'usage de faux correspond à l'utilisation de ce document en le présentant à autrui. On découvrira par la suite dans le procès qui s'est tenu en 2025 que ces notes n'ont pas été retenues en qualité de preuve pour condamner Nicolas Sarkozy. Elles ont été considérées comme falsifiées. Ok, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors qu'il est entendu par des juges, Takedine, dans le cadre d'une autre affaire sans lien, l'affaire Karachi, explique à nouveau le financement libyen de la campagne de Sarkozy en 2007. Donc on a Karachi et Kadhafi. Kadhafi, c'est pas la même affaire, d'accord? Les juges qui étaient en charge de l'enquête de Karachi, donc rien à voir avec l'affaire Kadhafi, transmettent les aveux de Takedine au procureur de Paris concernant l'affaire Kadhafi, en disant en gros ça ne nous regarde pas mais tenez, peut-être que c'est intéressant pour vous. Je vous rappelle, le procureur c'est lui qui représente l'État, et c'est lui qui va poursuivre quelqu'un pénalement si la personne a commis des crimes ou des délits. Et c'est pas fini. Quelques semaines plus tard, le 5 janvier 2013, Takedine est invité dans l'émission On n'est pas couché. Il accuse à nouveau Sarkozy d'avoir été financé par Kadhafi en 2007, mais cette fois-ci il dit avoir des preuves dans un coffre fort à l'étranger. Suite à tout ça, le parquet de Paris, donc les procureurs de Paris, ouvrent une enquête préliminaire. Lorsqu'une procédure pénale est envisagée, le procureur initie une enquête. Si à l'issue de cette enquête, il considère que les éléments sont suffisants, il peut engager des poursuites et déclencher un procès. Et je vous rappelle que les procureurs, c'est ceux qui vont diriger l'enquête. Ils vont donc diriger la police, faire des investigations, ils vont aller interviewer des gens, ils vont essayer de récolter plein de preuves pour savoir s'il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir accuser officiellement quelqu'un. Et donc là, avec tout ce que dit Takedine, ils ouvrent une enquête préliminaire pour savoir si oui ou non Sarkozy a bien financé sa campagne illégalement. Mais les procureurs ne s'arrêtent pas là. Le 19 avril 2013, c'est plus une enquête préliminaire, mais c'est une information judiciaire qui est ouverte. Mais alors qu'est-ce que c'est une information judiciaire? Si l'affaire s'avère sérieuse ou complexe, l'enquête est confiée à un juge d'instruction. Le juge d'instruction, c'est un magistrat totalement indépendant, en principe. C'est pas un juge de jugement qui décide de la culpabilité ou de l'innocence d'une personne. En gros, c'est pas lui qui dit oui ou non, tu es coupable, tu vas en prison. Rien à voir. Son rôle, c'est de mener une enquête approfondie dans les affaires graves ou complexes. Et donc, l'information judiciaire ouverte en 2013 a duré 12 ans et a abouti au procès de Nicolas Sarkozy en 2025. Dans le cadre de cette enquête, le parquet national financier, autrement dit le PNF, a fait beaucoup de perquisitions. Ils ont mis en examen énormément de personnes, ils ont fait des auditions, il y a également eu des écoutes téléphoniques. Ils ont utilisé tous les moyens à leur disposition pour enquêter sur cette affaire, frôlant même parfois jusqu'à l'illégalité. En mettant sur écoute Sarkozy et son avocat, ils se sont rendus compte qu'en fait, il était en train de commettre un autre délit qui n'avait rien à voir avec l'objectif principal, donc le financement libyen. Sarkozy, qui se faisait appeler Paul Bismuth, est en train de parler avec son avocat pour essayer de corrompre un juge qui était haut placé dans l'affaire Bettencourt. Donc une autre affaire, une affaire parallèle encore. Rien à voir, mais on peut noter quand même la violation de la protection du secret professionnel entre un avocat et son client. C'est absolument interdit en droit français, sauf exception très rare. De là, on comprend déjà la volonté des juges à mobiliser tous les moyens pour faire tomber Nicolas Sarkozy, et ce, à tout prix. Donc un autre procès a été intenté à Nicolas Sarkozy en parallèle, connu sous le nom de l'affaire
Bismuth, le condamnant lui et des complices à 1 an ferme. Dans le même temps, en novembre 2016, alors qu'une primaire de la droite est organisée par les Républicains pour déterminer qui sera candidat sous la bannière LR à l'élection présidentielle de 2017, Mediapart publie une vidéo choc le 15 novembre 2016. Dans cet entretien, Ziad Takieddine, donc l'intermédiaire, raconte avoir remis 3 valises d'argent à Sarkozy lui-même et à son directeur de cabinet Claude Guéant. Il dit qu'il aurait remis 5 millions en tout dans ses valises. À la suite de cet article, Claude Guéant porte plainte contre Takieddine pour diffamation et gagnera son procès en 2020. Mais l'enquête continue. En 2018, Sarkozy est mis en examen pour la première fois pour corruption, financement illégal de la campagne et recel de détournement de fonds publics libyens. En gros, la corruption survient lorsqu'une personne occupant une fonction publique, par exemple un président, accepte de l'argent en échange d'une faveur ou d'une action pour autrui. Donc là, Sarkozy aurait accepté de l'argent de Kadhafi, sûrement pour le financer, conclure des contrats économiques avec lui, etc. Quand on est mis en examen, ça veut dire que le juge pense qu'il y a assez de preuves pour une infraction. Sarkozy a donc été placé en garde à vue à Nanterre, mais il nie tout catégoriquement. Plus tard, en 2020, les juges d'instruction disent « Tiens, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes impliquées dans cette affaire. Donc ça va pas être juste Sarkozy, mais ça va être une association de malfaiteurs. Ça me paraît bien, ouais. » L'association de malfaiteurs, c'est quand plusieurs personnes se réunissent en vue de commettre un crime, une infraction, un délit. Dans ces personnes, on recense Claude Guéant, Brice Hortefeux et plein de gens en fait qui sont mêlés à cette histoire, qui se seraient tous mis d'accord pour commettre un crime, financer illégalement la campagne de Sarkozy. D'ailleurs, les enquêteurs diront plus tard, je cite, l'insistance des messieurs Guéant et Hortefeux à nier toute implication de Nicolas Sarkozy est vraiment suspecte. Plein de personnes sont mises en examen à partir de là, notamment Claude Guéant, Brice Hortefeux, Nicolas Sarkozy à nouveau. Au même moment, en novembre 2020, Mimi Marchand organise un voyage au Liban avec toute une équipe de journalistes de BFM TV et de Paris Match dans le cadre de ce qui sera surnommé l'opération Sauver Sarko. Qu'est-ce que c'est que cette opération ? Le but, c'est de sauver Sarkozy tout simplement. Ils sont allés interviewer Ziad Takieddine qui à ce moment-là venait d'être emprisonné au Liban pour la fameuse affaire Karachi dont on a parlé tout à l'heure. Et donc Mimi Marchand est allé interviewer Takieddine et durant l'entretien, Takieddine est revenu sur tous ses propos qui mettaient en cause notamment Nicolas Sarkozy. Donc toutes les fois où il a allégué qu'il avait donné de l'argent à Sarkozy, il est revenu dessus. En gros, il dit « Monsieur Sarkozy n'a pas eu de financement libyen pour la présidentielle ». Et l'interview est diffusée le jour même sur BFM TV le 11 novembre 2020 et sur Paris Match. Mais en parallèle, on apprend que Mimi Marchand en décembre 2020, aurait fait signer un aveu de Takieddine devant le notaire pour encore plus renforcer cette version que Takieddine n'a jamais reçu d'argent de la part de Nicolas Sarkozy. Donc au même moment, le parquet national financier dit « Tiens, cette histoire, elle est quand même louche. » Le fait qu'il revire comme ça de version. On va ouvrir une enquête préliminaire pour voir s'il n'y aurait pas une subordination de témoin ou quelque chose. Une subordination de témoin, c'est en gros lorsqu'on paye un témoin pour qu'il revienne sur sa version et qu'il ment. Donc là, en fait, il y a 2 enquêtes parallèles. L'enquête principale de 2007 et l'enquête de 2020 qui a été ouverte pour subordination de témoins. 2 enquêtes parallèles, mais qui sont toutes les 2 liées. Et dans le cadre de cette enquête, le PNF va au Liban voir Takieddine. Il l'interroge et à ce moment-là, Takieddine, il revient encore sur sa version en disant que Paris Match ont modifié ses propos en réaffirmant qu'il y a bien eu un transfert d'argent envers les proches de Sarkozy au moment de sa campagne présidentielle. Putain, le mec il change plus de chemise que David. À la fin de cette enquête préliminaire du PNF, les enquêteurs estiment qu'il y aurait eu des transactions à hauteur de 608 000 € pour blanchir Sarkozy, donc des virements faits à Takieddine, mais également toutes les personnes qui se sont rendues au Liban. Enfin bref, à la fin de cette enquête pour subordination de témoins, il y a une instruction judiciaire également qui est ouverte. En parallèle, il y avait toujours l'instruction en cours pour le financement de la campagne présidentielle de 2007 de Sarkozy. En octobre 2023, l'instruction est finie, les juges d'instruction concluent. Ils demandent à ce que Nicolas Sarkozy et 12 autres personnes aillent devant le tribunal pour être jugés. Les juges, en se basant sur tous les éléments qu'ils ont récupérés pendant plus de 10 ans, concluent qu'effectivement, là, faut aller au tribunal parce qu'il y a du lourd. Le 11 avril 2023, il y a un complément d'enquête qui sort concernant la subordination de témoins. Et il y a beaucoup de révélations qui sont faites dans ce complément d'enquête. Une note confidentielle de la DGSI, donc vous savez, c'est les services secrets français,
date de décembre 2020, sur laquelle on peut lire Mimi Marchand œuvre pour le compte de Nicolas Sarkozy. Sachant que Mimi Marchand, je rappelle, elle détient pas mal de magazines, Paris Match, Closer, et a énormément d'influence dans le monde politique. Noël Dubus explique qu'un riche entrepreneur aurait versé 72 000 € à Mimi Marchand pour une opération de communication. Sauf que ce contrat, il n'a jamais existé. Et donc en fait, selon Dubus, ce contrat il servait en réalité à payer Takieddine. Quand il a fait son interview au Liban, il aurait touché de l'argent pour justement revenir sur ses propos. Et dans cette affaire de subordination de témoins, Carla Bruni est impliquée. Le 9 juillet 2024, Carla Bruni est mise en examen dans le cadre de l'instruction judiciaire pour la subordination de témoins. Elle est soupçonnée d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans l'opération Sauver Sarko. En gros, elle aurait été l'intermédiaire de Sarkozy et de Mimi Marchand. Et ce procès, il va se tenir le 6 janvier 2026. Bref, revenons à l'affaire principale. Pour vous récapituler très rapidement, pourquoi Nicolas Sarkozy et certains de ses ministres et collaborateurs sont poursuivis. En gros, Sarkozy et des collaborateurs, des proches à lui, 12 personnes, se seraient mis tous d'accord pour commettre un crime, d'où la qualification d'association de malfaiteurs. Et quel est le crime ? Eh bien, ça serait le financement illégal de la campagne de Sarkozy et le détournement de fonds publics, sans compter divers chefs d'accusation annexes. Mais alors, que retenir du procès qui s'est déroulé ? Le délibéré du procès a eu lieu le 25 septembre 2025 à 10h. Mais avant ça, il y a eu un énorme rebondissement. Ziad Takieddine est décédé le 23 septembre 2025, soit 2 jours avant le délibéré du procès, dans lequel il est poursuivi pour de nombreuses choses. Les raisons officielles de son décès, un arrêt cardiaque. On n'en sait pas plus. Sa poursuite pénale s'est éteinte car on ne peut pas poursuivre pénalement quelqu'un pour mort. La décision de la juge a duré 3h30 durant laquelle elle a expliqué les motivations de son jugement. Il y avait en tout 68 infractions contre les 13 personnes et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu un aussi long délai entre la fin des audiences en avril et le délibéré en septembre. Il y a eu plus de 400 pages de délibéré. 3 personnes ont été relaxées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été reconnues coupables. Et toutes les autres personnes qui étaient accusées ont été notamment reconnues coupables d'association de malfaiteurs. Brice Hortefeux a été condamné à 2 ans de prison aménageable, donc c'est-à-dire qu'il pourra les faire sous bracelet électronique. Claude Guéant, quant à lui, qui était quand même le directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy et le directeur de sa campagne, a bien été condamné à non seulement association de malfaiteurs, mais également usage de faux, blanchiment aggravé, trafic d'influence et corruption passive. Il a donc été condamné à 6 ans de prison ferme et 250 000 € d'amende. Mais Claude Guéant, il est très âgé et surtout très malade. Donc il fera sûrement pas sa peine en prison puisque en fait il y a des aménagements de peine pour les personnes qui ont plus de 70 ans et qui sont très malades. Ce qui justifierait le fait qu'il ne soit pas enfermé. Je vous passe toutes les autres condamnations pour s'intéresser aux protagonistes qui nous intéressent vraiment. Que ce soit. Et la colère gronde en ce qu'on considère que la défaite de l'élection présidentielle en 2012 par Nicolas Sarkozy ou encore la défaite de Fillon en 2017 serait le fait des décisions de justice. Bref. Et ce qui est le plus choquant dans cette condamnation, c'est le 2 poids 2 mesures. Dans la même semaine, quand des individus tabassent un policier, donc un représentant de la République française avec preuve matérielle à l'appui, c'est-à-dire une vidéo, et en plus on identifie les personnes, celles-ci, elles sont libres le lendemain, au risque qu'il tabasse un autre individu. Mais par contre, Nicolas Sarkozy, lui, il est vraiment trop dangereux, donc il fera l'objet d'une exécution provisoire pour protéger la société. Vraiment. Vous savez que dans toute l'histoire de France, seuls 2 dirigeants sont allés en prison, Louis XVI et Pétain. C'est dire du caractère exceptionnel. Donc on peut vivement s'interroger sur l'impartialité des juges du parquet national financier, qui, je le rappelle, a été instauré par Hollande dans une volonté de mettre à mal ses adversaires politiques, à savoir la droite. Ouais, ce sont ces mots, je blague pas. Et l'exécution provisoire, ça veut dire que même si Nicolas Sarkozy fait appel, il ira quand même en prison, et ce, jusqu'à son procès en appel, qui, rappelons-le, prend en moyenne 2 ans et demi. Les juges se défendent de la légalité de la mesure et la présence dans le code pénal de cette infraction, l'association de malfaiteurs. Mais ce n'est pas la légalité de la décision de justice qui est en cause, car les juges sont dans leur bon droit à appliquer une infraction inscrite dans le code pénal. C'est la légitimité à user de l'association de malfaiteurs dans cette affaire qui est en cause. Les juges appliquent la loi, certes, mais ils sont aussi supposés l'interpréter, compte tenu du pouvoir d'appréciation qui leur est attribué. Or, en se défaussant de toute responsabilité,
à dire qu'ils appliquent seulement la loi. Les juges n'assument pas la réalité de leurs prérogatives administrées par la Constitution, à savoir l'interprétation de la loi. Je pense que personne ne s'attendait à ce que Nicolas Sarkozy soit condamné à de la prison ferme. Alors il a réagi, j'ai été renvoyé devant ce tribunal pour 4 délits sur 3. J'ai été relaxé. La haine n'a donc décidément aucune limite. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Je suis innocent. Mais à son arrivée en prison, est-ce que Nicolas Sarkozy sera mélangé avec tous les autres co-détenus? En tant qu'ancien président, il bénéficiera forcément d'un régime de protection renforcé. Et ça, c'est à la prison de le mettre en œuvre. Il sera sûrement isolé dans une cellule à part. À noter quand même qu'il peut bénéficier de la grâce présidentielle si Macron le décide. Le cas échéant, il sera exempté de sa condamnation et donc exonéré de la peine qui en découle. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer sur cette affaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à la liker. Merci.